je remercie TVM qui me donne l'occasion ici de pouvoir échanger avec les Malgaches. Ce qui me conduit à rendre hommage au peuple malgache. Parce que depuis que je viens à Madagascar, je me suis rendu compte que c'est un peuple extrêmement brave. Je vois, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, je vois beaucoup de souffrance dans la rue, mais je vois aussi beaucoup de personnes pleines d'énergie, vraiment qui se battent pour survivre. Et je pense que le peuple malgache, celui-là, mérite qu'on lui rende hommage. Et l'objet du livre pour lequel je suis là aujourd'hui, justement, a pour but de nous interpeller tous, les Africains, donc chaque fois que je dirais Africains, ça serait bien que les Malgaches sachent que je parle aussi des Malgaches. Ça serait bien que tous les Africains, quelle que soit leur situation, essayent de se battre pour que cette misère disparaisse. Parce que nous avons la chance d'être sur une terre riche. Dieu nous a dotés de beaucoup de richesses. Et je pense que notre rôle, les uns et les autres, c'est de faire que sur cette terre-là, que ce soit la terre malgache ou la terre africaine, que le bonheur, l'amour et la joie soient dans tous les cœurs. Moi, j'ai écrit un livre, c'est le deuxième livre que j'écris, puisque le premier est sorti en 2006, du titre de Diké, dont l'objet du livre était de s'interroger sur les raisons qui font que les jeunes Africains, y compris les jeunes malgaches évidemment, les adolescents, à une vingtaine d'années, les jeunes Africains sont persuadés que s'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils quittent le pays et qu'ils partent en Europe. Donc ce premier livre analysait un peu ces conditions. Le deuxième livre, donc, qui sort maintenant 10 ans après le premier, est une interrogation. Je m'interroge. C'est une interrogation de dire que l'Afrique, Madagascar aussi évidemment, sont des terres riches, peut-être même les terres les plus riches du monde, quand on regarde leur sous-sol. Les Malgaches, les Africains, sont des gens qui ont fait les plus grandes écoles européennes et occidentales, dont des gens bardés de diplômes. Donc nous avons d'un côté la richesse naturelle que Dieu nous a donnée, de l'autre côté l'intelligence de l'école. Quand on mélange ces deux choses normalement, ça devrait donner un résultat explosif. Et pourtant on constate que le continent africain reste le continent pratiquement le plus pauvre et le plus méprisé du monde. Donc quel est le problème? Où est le problème? Et donc c'est ce qui m'a permis, donc qui m'a poussé à écrire ce deuxième livre pour, non pas pour dire aux gens que moi j'ai compris ce qu'il faut faire, mais pour dire aux gens que nous avons un problème et ce problème c'est notre problème, c'est nous qui devons trouver des solutions pour le résoudre. Ce n'est pas le problème de l'autre, ce n'est pas le problème des Occidentaux, ce n'est pas le problème des Chinois, c'est le problème des Africains. L'objet de mon livre c'est de dire ça, c'est de dire que si chez toi il y a des problèmes, ce n'est pas la peine de passer ton temps à accuser les voisins. C'est ton problème et si tu es un homme responsable, tu essayes de résoudre ce problème. Alors le débat qu'on va avoir, je voudrais quand même dire une chose encore une fois, moi je n'ai pas la prétention de donner des leçons aux gens. Moi je n'ai pas la prétention de dire que moi j'ai compris, les autres n'ont pas compris. Einstein a dit qu'un problème qui n'a pas de solution est un problème mal posé. Donc, que les Africains commencent par regarder clairement le problème auquel on est confronté. Ensuite, on va réfléchir sur les solutions. Il faut bien que les Africains sachent que quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, la tête que tu vois dans le miroir ne te plaît pas. Si tu casses le miroir, tu ne changes pas ta tête. Donc peut-être qu'il vaut mieux ne pas casser le miroir, il vaut mieux se regarder et dire comment je peux faire pour améliorer ma tête. Donc ma problématique c'est de dire, nous les Africains, arrêtons-nous et essayons de réfléchir ensemble, même si on n'est pas toujours d'accord, mais
on n'est pas obligé d'être d'accord. Nous sommes d'accord sur une chose, le pays, le continent va mal, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre les problèmes du continent? Voilà un peu l'objet de ma réflexion et de ce livre. L'un de mes enfants, quand il avait à peu près 15 ans, et dans la maison, chaque enfant avait un travail à faire. Et lui, son travail dans la maison, c'était de laver les toilettes et de laver la salle de bain. Alors lui, il a considéré que dans la maison, il était celui qui faisait le sale boulot. Donc ça le mettait mal à l'aise. Donc un jour, ma femme m'a dit, mais tu sais, notre fils Gilles, il vit mal le fait que ce soit lui qui nettoie les toilettes, la salle de bain. Alors moi, j'ai appelé mon fils. Un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, viens Gilles, viens. Donc on est entré dans mon bureau. Et j'étais assis donc dans mon bureau. Dans mon bureau, derrière moi, il y a le grand portrait de mon père avec ses 2 femmes, puisque mon père avait 2 femmes. Et j'ai dit à mon fils, il paraît que tu as un problème. Il m'a dit, oui. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Il me dit, mon problème, c'est que dans la maison, c'est moi qui fais le sale boulot. Donc, comme j'ai vu que mon fils était en difficulté, je me suis dit, comment je peux l'aider? Alors, je lui ai dit, alors, mon fils, supposons qu'un jour, on te demande de sacrifier une partie de ton corps. Quelle est la partie de ton corps que tu vas sacrifier en premier? Alors, il me regarde, j'ai dit, oui, dis-moi la partie de ton corps que tu vas sacrifier en premier. Je vois que mon fils est en difficulté, alors je lui dis, je comprends que tu sois en difficulté, parce que toutes les parties de ton corps sont importantes. Pour que tu sois en bonne santé, il faut que toutes les parties de ton corps soient en bonne santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la maison c'est comme une famille. La maison, c'est comme le corps humain. La famille, c'est comme le corps humain. Tous les travaux qui sont à faire pour le bien-être de la famille, il n'y a pas de sale travail. Tous les travaux sont importants puisque tous ces travaux sont importants pour le bien-être de la famille. Quand j'ai dit ça, j'ai dit à mon fils, est-ce que tu as encore d'autres questions à poser? Il m'a dit non, papa. Depuis ce jour-là, mon fils faisait son travail très sérieusement, sans poser de questions. Alors cette anecdote est très intéressante parce que ce que je veux dire par rapport à mon livre, c'est de dire que c'est facile dans nos pays de critiquer les dirigeants. C'est facile de dire le président a fait ci, le ministre a fait ça. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Parce que dans ce pays, il y a un président. Mais s'il n'y avait pas les autres, le président il n'existerait pas. Donc chacun doit faire ce qu'il a à faire. Là où il est, le petit ouvrier, le petit villageois, au fin fond du village, s'il doit planter je ne sais pas quoi, il faut qu'il le fasse bien. Le ministre, là où il est, à son niveau, il faut qu'il fasse bien. Le président, là où il est, il faut qu'il fasse bien. Donc, la question, ce n'est pas de dire le ministre, il ne fait pas bien, le président. La question, c'est est-ce que moi, je fais bien? Et mon livre, c'est de dire, peut-être qu'il faut qu'on arrête de regarder ce que font les autres et qu'on se demande si nous, on fait ce qu'on doit faire. Mo Ibrahim, c'est un Soudanais qui a fait fortune dans la télécommunication. Il a fait fortune dans la télécommunication, il a gagné beaucoup d'argent. Et ce monsieur, qui est un Africain, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'Afrique? Bon, lui, il a l'argent, donc lui, il peut parler que d'argent. Ce monsieur a décidé, il a décidé que chaque année, il a défini à peu près 80 critères, il a mis en place un groupe, un comité, il a défini à peu près 80 critères que chaque année, le président africain qui respecte ces critères, c'est-à-dire la démocratie, l'aspect social, l'aspect économique, la réussite sociale, etc. Le président qui réussit, le président africain qui réussit, il lui donne un prix de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Peut-être qu'il faudra convertir en ariari pour que les Malgaches aient une idée de ce que ça représente 5 millions de dollars. Il donne à ce président
un prix. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Il lui donne cash 5 millions de dollars et il lui donne tous les ans 200 000 dollars jusqu'à sa mort. Donc voilà un Africain qui a dit comment moi je peux être utile à mon continent. Comme moi j'ai que l'argent, comment je peux utiliser mon argent pour pousser les gens à bien travailler. Et depuis qu'il a mis ce prix, il y a des années où il ne le donne pas parce qu'il y a des années où il n'y a aucun président africain qui le mérite. Donc c'est un exemple intéressant. Ça nous amène d'ailleurs dans le titre de mon livre. Le titre de mon livre, c'est « Non, l'Afrique noire n'est pas maudite ». Le colibri est un bel exemple. Le colibri est un bel exemple. Le colibri, c'est un oiseau. C'est un oiseau et c'est l'histoire de cet oiseau qui m'a permis d'écrire le livre. Un jour, la forêt était en train de brûler. Il y avait un incendie très très important. Tellement important que tous les animaux étaient paniqués. Tous les animaux de la forêt étaient paniqués. Même les lions là qui jouent les grands messieurs, les éléphants qui jouent les grands patrons de la forêt, ils étaient tous paniqués. Ce petit oiseau, il regarde le feu et puis il voit qu'il y a une petite rivière qui n'est pas loin. Il allait dans la rivière, il mettait de l'eau dans son bec, il venait verser sur le feu. Il allait, les autres le regardaient comme ça, ils disaient mais il doit être un peu... Mais lui il s'en foutait, lui il continuait, il allait, il remplissait. Et puis à un moment donné, il y a l'un des animaux qui lui disent petit, viens un peu ici là. C'est quoi ton truc là? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu crois que c'est ces gouttes d'eau là que tu verses qui vont éteindre le feu? Et lui il dit mais moi je fais que mon devoir, hein. C'est tout ce que je peux faire, je ne peux pas faire plus. Il dit donc je fais ce que je peux, je fais ma part. Et donc moi je pense qu'il leur a dit ça, il se disait, le petit oiseau se disait dans la tête, mais mon Dieu, si chacun faisait sa part, peut-être qu'on aurait une chance d'éteindre le feu. Donc mon propos c'est de dire, les Africains, demandez-vous si vous faites votre part. C'est tout. Et contentez-vous de faire votre part. C'est pour montrer que l'Afrique, comme on dit toujours, est un continent où il y a beaucoup de sagesse. Parce que quelle est la force d'un proverbe? Comme tout à l'heure, vous voyez, j'ai parlé à mon fils en parlant sous forme de proverbe, n'est-ce pas? Parce que les proverbes ont l'avantage de s'adresser à l'intelligence des gens. C'est l'intelligence, c'est-à-dire qu'avec un proverbe, vous pouvez insulter quelqu'un, il ne comprendra pas que vous êtes en train de l'insulter. Autrement dit, le proverbe, c'est l'intelligence des gens. Et moi, ce que j'ai voulu montrer là, en utilisant les proverbes, c'est de montrer justement, encore une fois, que comment ce continent, qui est bourré de sagesse, n'arrive-t-il pas à avoir la sagesse de faire en sorte que ses enfants profitent de ces richesses. C'est ça qui est extraordinaire. Dans les proverbes, beaucoup d'Africains comme moi, qui sont de ma génération, ont grandi parce que moi, quand j'avais un problème avec mon père, quand mon père voulait me parler de quelque chose de grave, mon père me parlait en proverbe. Il ne me parlait pas au premier degré. Il ne me disait pas, mon fils, viens ici, comme nous faisons aujourd'hui. Quand ton fils, tu te fais un truc, tu dis, toi, viens ici, je ne veux plus que tu ailles là-bas. Non. Mon père, il m'appelait, il disait, mon fils, tu comprends? Il y a un moment où je voulais te raconter ce qui s'est passé dans la forêt, entre le lion et le lièvre. Et puis, il me raconte une histoire. Et puis, moi, je me dis, mais le vieux, là, qu'est-ce qu'il essaye de me dire? J'y comprends rien du tout. Et j'ai dit, mais papa, je ne comprends pas. Le papa me dit, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Retiens seulement que je t'ai dit qu'un jour dans la forêt, le lion et le lièvre se sont trouvés devant. Et puis un jour, peut-être à 30 ans, tu te dis, mais j'ai compris ce que mon père voulait me dire. C'est-à-dire, on s'adresse à l'intelligence des gens. Et donc j'ai utilisé beaucoup de proverbes africains pour montrer cette sagesse africaine qui fait partie de notre culture, même si on a fait des études extraordinaires, mais ça fait partie de notre culture, mais pour aussi essayer de susciter, puisque le but de mon livre, c'est d'amener véritablement les Africains à réfléchir. Parce que quand on regarde ce que nous devenons à l'étranger,
on peut quand même se demander, et chez nous, qu'est-ce qu'on aurait été? Qu'est-ce qu'on aurait fait? L'une des difficultés de l'Africain, et comme j'ai dit dans mon livre, c'est que beaucoup de nos cerveaux sont à l'étranger, alors qu'ils devraient être au pays pour servir le pays. Malheureusement, servir le pays, parfois, c'est très compliqué. C'est très compliqué si on veut servir le pays. Parce que probablement, on va nous inciter plus à nous servir qu'à servir le pays. Et le livre, c'est de dire aux gens, attention, quand vous vous servez, au lieu de servir votre pays, c'est comme si vous étiez assis sur un arbre et vous étiez en train de couper la branche sur laquelle vous êtes assis. Tôt ou tard, ça vous retombe dessus. Alors d'abord, j'ai conclu par ce rapport parce que j'ai voulu par là dire que parfois, vous pouvez avoir l'or entre les mains. C'est les gens qui voient que vous avez l'or, vous-même vous ne voyez pas que vous avez l'or. Parce que si la plupart des Occidentaux, aujourd'hui les Asiatiques, viennent dans nos pays, c'est probablement parce que dans nos pays, il y a des richesses. Et ces richesses, nous-mêmes, on n'en profite pas, c'est les autres qui en profitent. Donc, ce rapport est très très intéressant parce que, justement, je vais vous lire une partie de ce rapport, qui est dans la conclusion du rapport, que j'avais prévu justement de lire. Le monde entier regarde aujourd'hui vers l'Afrique subsaharienne.